Il est 6h42 du matin à Paris. Vous ouvrez les yeux. La lumière qui traverse vos rideaux n'a rien d'inhabituel. Sauf que le silence, lui, est étrange. Pas de pluie, pas de vent, un calme presque pesant. Vous attrapez votre téléphone. Une notification clignote. Température actuelle, 12 degrés Celsius. Vous pensez à une erreur. Nous sommes en octobre. Hier encore, il faisait 14 degrés. Vous ouvrez la fenêtre. L'air est sec, coupant, brutal. Un froid qui ne ressemble pas au froid habituel parisien. Un froid continental. Un froid venu d'ailleurs. À Bordeaux, les vignes sont couvertes d'une pellicule de givre inhabituelle. À Marseille, le Mistral souffle plus sec que jamais. En Bretagne, la mer semble différente, presque plus sombre. Et au journal de 8 heures, une phrase que personne ne voulait entendre. Le Gulf Stream montre des signes d'effondrement brutal. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Est-ce que la France peut réellement basculer dans une nouvelle ère glaciaire ? Est-ce un scénario de film catastrophe ou une possibilité scientifique bien réelle ? Le Gulf Stream, ou plus précisément, la circulation méridienne de retournement atlantique, est une gigantesque autoroute thermique océanique. Elle transporte de l'eau chaude depuis le golfe du Mexique vers l'Europe occidentale. Sans elle, le climat français ne serait pas celui que nous connaissons. Paris aurait un climat comparable à celui de Montréal. La Bretagne ressemblerait davantage au Labrador. Ce courant agit comme un radiateur invisible. Il adoucit les hivers, stabilise les saisons, protège l'agriculture. Il est l'une des raisons pour lesquelles la France bénéficie d'un climat tempéré malgré sa latitude. Mais aujourd'hui, des études montrent un affaiblissement progressif. La fonte accélérée des glaces du Groenland injecte d'énormes quantités d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Or, ce système repose sur une mécanique simple mais fragile. La différence de densité entre eau chaude salée et eau froide plus dense. Si cette densité change, le moteur ralentit. Et si le moteur ralentit trop, il peut s'arrêter. La question n'est pas seulement si, la question est à quelle vitesse. Imaginez un instant que l'arrêt soit brutal, pas progressif sur un siècle, mais sur quelques années. Quels seraient les premiers signes ? Une chute rapide des températures hivernales en Europe occidentale, une modification des trajectoires des tempêtes, une instabilité accrue des saisons. Et c'est là que le scénario devient vertigineux. Car paradoxalement, un monde plus chaud à l'échelle globale pourrait produire un refroidissement local violent en Europe. C'est un paradoxe climatique que peu de gens comprennent. Le réchauffement climatique global ne signifie pas que chaque région devient plus chaude de manière uniforme. Il signifie une perturbation des équilibres. Et quand un équilibre se rompt, la nature ne compense pas doucement. Elle bascule. Alors laissez-moi vous poser une question directe. Si demain la France perdait son radiateur naturel, combien de temps nos infrastructures tiendraient-elles ? Nos réseaux électriques, nos cultures de blé, nos vignobles, nos systèmes de chauffage ? Nous avons construit notre civilisation moderne sur la stabilité climatique. Mais cette stabilité est-elle une illusion fragile ? Les archives géologiques montrent qu'il y a environ 12 000 ans, un événement appelé le Dryas récent a provoqué un refroidissement brutal en Europe en quelques décennies seulement. Certains scientifiques pensent qu'il fut lié à un ralentissement massif de la circulation océanique. Ce n'est donc pas de la science-fiction, c'est un précédent historique. Et si cela recommençait, nous allons explorer minute par minute, mois par mois, année par année, ce qui pourrait arriver si le Gulf Stream s'arrêtait demain. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du climat et de l'avenir de la France. Le lendemain de l'annonce, les médias parlent d'anomalies océaniques majeures. Les scientifiques évitent encore le mot « effondrement ». Pourtant, les bouées de mesure dans l'Atlantique Nord enregistrent une chute spectaculaire de la circulation thermohaline. Les satellites montrent une modification rapide de la température de surface de la mer au large de l'Irlande et du Royaume-Uni. Une masse d'eau plus froide commence à s'étendre comme une tache sombre sur la carte thermique de l'Europe. En France, les premiers effets ne sont pas immédiatement catastrophiques. Mais quelque chose change. Les nuits deviennent anormalement froides. Les météorologues observent un déplacement des courants G. Les dépressions atlantiques suivent désormais des trajectoires inhabituelles. La douceur hivernale qui caractérisait l'ouest français commence à disparaître. 3 semaines plus tard, la température moyenne en Bretagne chute de 4 degrés par rapport aux normales saisonnières. À Lille, les premières gelées précoces détruisent des cultures encore non récoltées. À Bordeaux, les viticulteurs observent un phénomène inquiétant. La maturation du raisin est perturbée par des amplitudes thermiques extrêmes. Pourquoi cette réaction si rapide ? Parce que le Gulf Stream ne se contente pas de transporter de la chaleur.
Il structure l'atmosphère. Il influence la pression, l'humidité, les vents dominants. Lorsque ce système ralentit, c'est toute la machine climatique européenne qui se dérègle. La mécanique est implacable. Normalement, l'eau chaude et salée venue des tropiques atteint l'Atlantique Nord. Elle se refroidit, devient plus dense, plonge vers les profondeurs, créant un gigantesque tapis roulant océanique. Mais si la salinité diminue trop, l'eau ne plonge plus. Le moteur s'étouffe. Et sans moteur, plus de transfert de chaleur. 2 mois après l'arrêt hypothétique, un phénomène inattendu apparaît. Les hivers deviennent plus secs dans le sud de la France, mais plus rigoureux dans le nord. Le contraste climatique s'accentue. Paris enregistre des températures comparables à celles de Varsovie. Strasbourg subit des vagues de froid proches de celles observées au Canada. Et voici le paradoxe. Pendant que la France gèle, la température moyenne mondiale continue d'augmenter. Comment est-ce possible? Parce que le système climatique est un puzzle dynamique. Le réchauffement global injecte de l'énergie dans le système, mais la redistribution de cette énergie dépend des courants océaniques. Si la circulation atlantique s'effondre, l'Europe perd son apport thermique, tandis que d'autres régions peuvent connaître un réchauffement accentué. C'est une redistribution brutale, pas une annulation. 6 mois plus tard, les modèles climatiques indiquent une chute de 6 à 8 degrés sur les hivers européens. Les Alpes connaissent des accumulations de neige records. Les infrastructures énergétiques françaises sont mises à rude épreuve. La demande en chauffage explose. Les réseaux électriques subissent des tensions. Les agriculteurs commencent à parler de pertes structurelles. Le blé d'hiver souffre. Les cycles végétatifs sont décalés. Les vendanges deviennent imprévisibles. Mais le plus inquiétant reste invisible. Les océans absorbent moins de CO2 lorsque la circulation ralentit. Cela signifie que le réchauffement global pourrait s'accélérer ailleurs. Un cercle vicieux. À ce stade, une question s'impose. La France est-elle prête à affronter un refroidissement brutal alors que toute sa stratégie énergétique et agricole est pensée pour un monde plus chaud? Nous avons investi dans l'adaptation au réchauffement. Mais avons-nous envisagé l'inverse? Les simulations du GIEC évoquent la possibilité d'un ralentissement important d'ici la fin du siècle. Certaines études récentes suggèrent que le seuil critique pourrait être plus proche que prévu si la fonte du Groenland s'accélère. Imaginez maintenant l'impact psychologique. Une population habituée à des hivers doux découvre des températures extrêmes. Les villes non adaptées au froid intense voient leurs infrastructures se fissurer. Les routes gèlent, les canalisations éclatent. Et ce n'est que le début, car un changement de circulation océanique ne s'arrête pas à la météo. Il modifie les écosystèmes marins. Les stocks de poissons migrent. Les chaînes alimentaires se déplacent. Les ports atlantiques français voient leurs ressources halieutiques décliner ou changer radicalement. L'économie entière ressent la secousse. Et si ce basculement devenait permanent? Car l'histoire climatique montre que certains systèmes possèdent des points de non-retour. Une fois franchis, revenir en arrière devient extrêmement difficile, voire impossible à l'échelle humaine. Sommes-nous en train de nous approcher de l'un de ces points critiques? Restez avec moi, car dans la suite, nous allons projeter la France 1 an après l'arrêt du Gulf Stream, et les conséquences pourraient dépasser tout ce que vous imaginez. 1 an après l'arrêt du Gulf Stream, la France n'est plus la même. Ce n'est pas une ère glaciaire hollywoodienne avec des murs de glace avançant sur Paris. Ce serait presque plus simple si c'était spectaculaire. Non, c'est plus insidieux, plus froid, plus permanent. Les hivers sont devenus plus longs de près de 2 mois. Les premières gelées arrivent dès octobre et persistent jusqu'en avril. À Paris, la Seine connaît des épisodes partiels de gel, phénomène quasiment disparu depuis des décennies. À Nantes, les températures hivernales moyennes ressemblent désormais à celles que connaissait Stockholm au début du XXe siècle. Mais le plus frappant n'est pas la moyenne annuelle, c'est l'extrême. Les vagues de froid deviennent plus intenses et plus fréquentes. Les épisodes à 15 degrés C frappent le nord et l'est du pays. Les infrastructures urbaines, conçues pour un climat tempéré, commencent à montrer leurs limites. Les rails se contractent, les routes se fissurent, les réseaux d'eau subissent des ruptures massives. Pourquoi ce froid est-il si brutal? Parce que la disparition du Gulf Stream ne retire pas simplement quelques degrés. Elle modifie complètement la circulation atmosphérique. Le jet stream, ce courant rapide d'altitude qui régule les masses d'air, devient plus ondulant. Les blocages atmosphériques se multiplient. L'air arctique descend plus fréquemment sur l'Europe occidentale. Et lorsque cet air froid s'installe, il ne repart plus aussi vite qu'avant. Les climatologues observent un phénomène inquiétant. La variabilité saisonnière explose.
Les étés peuvent rester chauds à cause du réchauffement global, mais les transitions deviennent chaotiques. Printemps tardif, automne abrupt. Les cycles agricoles sont bouleversés. En Beauce, les rendements de blé chutent de 20%. Les variétés sélectionnées pour un climat plus doux ne supportent pas ces gelées tardives. Les agriculteurs doivent repenser totalement leur culture. Certaines régions du centre de la France commencent à expérimenter des espèces plus résistantes au froid. À Bordeaux, c'est un choc culturel. Les vignobles souffrent. La vigne est une plante extrêmement sensible à la température. Les bourgeons détruits par des gels printaniers répétés réduisent la production. Les grands crus voient leurs caractéristiques évoluer. Les experts parlent déjà d'un nouveau profil aromatique imposé par le climat. Mais au-delà de l'agriculture, un autre secteur souffre silencieusement, l'énergie. La demande électrique hivernale explose. Le chauffage devient une priorité nationale. Les pics de consommation mettent le réseau sous tension. La France, historiquement exportatrice d'électricité, doit importer davantage durant l'hiver. Et voici le paradoxe le plus troublant. Pendant que l'Europe occidentale refroidit, l'Arctique continue de se réchauffer. Cela crée un contraste thermique qui déstabilise encore davantage la circulation atmosphérique. Plus le contraste est fort, plus les anomalies deviennent violentes. Un an après l'arrêt, les scientifiques commencent à parler ouvertement de nouvel équilibre climatique régional. Un équilibre plus froid. Mais ce n'est pas seulement la France. L'ensemble de l'Europe de l'Ouest est touché. Le Royaume-Uni connaît des hivers proches de ceux de la Scandinavie. L'Allemagne voit ses forêts subir un double stress, sécheresse estivale et gels hivernaux. Et les océans, la vie marine change radicalement. Les espèces adaptées à des eaux plus chaudes migrent vers le sud. Les pêcheurs bretons observent une diminution de certaines espèces emblématiques. De nouvelles espèces venues du nord apparaissent. Les écosystèmes se réorganisent. Mais il y a un effet encore plus profond. La capacité de l'Atlantique à absorber le CO2 diminue avec la circulation affaiblie. Cela signifie que l'atmosphère accumule davantage de gaz à effet de serre. Donc, globalement, la planète continue de se réchauffer. Localement, l'Europe se refroidit. C'est une dissonance climatique. Imaginez expliquer cela à une population qui voit la neige tomber en abondance à Paris, alors qu'on parle encore de réchauffement climatique. Le débat public devient explosif. Certains y voient la preuve que le réchauffement est exagéré. D'autres comprennent que c'est précisément un symptôme d'un système perturbé. Un an après, la vraie question n'est plus « est-ce temporaire ?» La vraie question est « avons-nous franchi un point de bascule ?» Les modèles montrent que si la circulation reste arrêtée trop longtemps, elle peut entrer dans un état stable affaibli pendant des siècles. L'histoire du Dryas récent montre qu'un refroidissement brutal peut durer plus d'un millénaire. Alors posez-vous cette question. Sommes-nous prêts à vivre dans une France structurellement plus froide pendant plusieurs générations? Sommes-nous prêts à adapter nos villes, nos cultures, notre économie à un climat que nos grands-parents n'ont jamais connu? Car ce scénario n'est pas impossible. Il n'est pas probable à court terme selon la majorité des modèles actuels, mais il est physiquement plausible. Et c'est précisément ce qui le rend inquiétant. Dans la suite, nous allons franchir une nouvelle étape. Que se passe-t-il 5 ans après l'arrêt, quand le choc initial est passé et que la société doit s'adapter ou s'effondrer? Restez attentifs, car le plus troublant n'est peut-être pas le froid, mais notre capacité, ou notre incapacité, à y faire face. 5 ans après l'arrêt du Gulf Stream, la France n'est plus simplement en phase d'adaptation. Elle est entrée dans un nouveau régime climatique. Ce mot est important. Régime. En climatologie, un régime n'est pas une anomalie temporaire. C'est un état dynamique stable, un nouvel équilibre. Et c'est exactement ce qui inquiète les scientifiques. Car si la circulation méridienne de retournement atlantique, ce gigantesque tapis roulant océanique, ne redémarre pas spontanément, cela signifie que le système a franchi un seuil critique, un point de bascule, ce que les chercheurs appellent un tipping point. Mais comprenons bien ce qui se passe sous la surface. Normalement, l'eau chaude salée venue des tropiques arrive dans l'Atlantique Nord. Elle libère de la chaleur dans l'atmosphère européenne. C'est cette chaleur qui adoucit les hivers français. Ensuite, refroidie et plus dense, cette eau plonge vers les profondeurs et repart vers le sud. C'est un moteur thermique gigantesque. Mais 5 ans après l'arrêt, la densité de surface dans l'Atlantique Nord a changé. La fonte continue du Groenland a injecté suffisamment d'eau douce pour perturber durablement la salinité. Or, sans salinité suffisante, l'eau ne devient pas assez dense pour plonger. C'est comme un moteur dont on aurait modifié le carburant. Le plus fascinant et inquiétant, c'est que les modèles montrent qu'une fois un certain seuil franchi,
Même si la fonte ralentit, la circulation peut rester affaiblie pendant des décennies, voire des siècles. Pourquoi? Parce que le système possède des rétroactions positives. Moins de circulation signifie moins de chaleur transportée vers le nord. Moins de chaleur signifie plus de glace hivernale en Atlantique Nord. Plus de glace signifie plus de réflexion solaire. Plus de réflexion signifie refroidissement local supplémentaire. Un cercle auto-entretenu. En France, 5 ans après, les hivers ne sont plus seulement froids, ils sont structurellement froids. La moyenne hivernale nationale a chuté de 5 à 7 degrés par rapport au normal du début du XXIe siècle. Cela peut sembler modéré sur le papier, mais en climat, une variation moyenne de 5 degrés est colossale. Lors de la dernière ère glaciaire, la température moyenne mondiale n'était que 5 à 6 degrés plus basse qu'aujourd'hui. La différence ici est régionale, concentrée. Les Alpes connaissent une extension durable de leur enneigement. Les glaciers cessent temporairement leur recul. Mais ce répit apparent cache une réalité globale. Ailleurs dans le monde, la chaleur s'accumule. Les contrastes thermiques renforcent la dynamique des tempêtes. Les dépressions hivernales deviennent plus explosives. Les tempêtes atlantiques gagnent en intensité, car l'énergie disponible dans l'atmosphère est plus déséquilibrée. En d'autres termes, plus froid ne veut pas dire plus calme. Au contraire, les infrastructures françaises sont désormais adaptées au froid extrême. Les bâtiments sont renforcés. Les normes thermiques évoluent, mais l'économie agricole a dû muter radicalement. La vigne s'est déplacée vers le sud. Certaines zones historiques de production ont perdu en rentabilité. En revanche, certaines régions du sud-ouest, paradoxalement, bénéficient d'un équilibre thermique plus favorable grâce à la redistribution atmosphérique. Mais le nord et l'ouest restent fragilisés. Les scientifiques observent aussi un phénomène atmosphérique clé. L'oscillation nord-atlantique, NAO, devient plus instable. Cette oscillation influence la position des systèmes dépressionnaires hivernaux. Sa variabilité accrue rend les prévisions saisonnières beaucoup plus incertaines. Et l'incertitude est l'ennemi des sociétés modernes, car notre agriculture, notre énergie, notre logistique reposent sur une certaine prévisibilité. 5 ans après l'arrêt, une question émerge dans les débats scientifiques. Est-ce réversible? Certains modèles suggèrent qu'une augmentation prolongée des températures globales pourrait, paradoxalement, relancer la circulation en restaurant les gradients de densité. Mais cela impliquerait un réchauffement encore plus intense ailleurs, un compromis dangereux. D'autres scénarios indiquent qu'une fois affaiblie au-delà d'un seuil, la circulation peut rester dans un état réduit pendant des siècles, même si les conditions initiales reviennent. C'est ce que l'on appelle l'hystérésis. Le système ne revient pas en arrière par le même chemin. Et c'est là que le scénario devient profondément troublant. Car cela signifie que même si l'humanité réduit drastiquement ses émissions de CO2, certaines conséquences pourraient persister indépendamment. 5 ans après, la France vit donc dans un paradoxe climatique permanent. Un monde globalement plus chaud, une Europe occidentale plus froide, des extrêmes plus violents, des saisons plus imprévisibles. Les débats publics sont polarisés. Certains citoyens voient les hivers rigoureux comme une preuve que le réchauffement global est exagéré. D'autres comprennent qu'il s'agit d'un dérèglement systémique. Mais la science est claire sur un point. Le climat n'est pas linéaire. Il ne change pas doucement. Il bascule. Et le Gulf Stream est l'un des piliers de la stabilité climatique européenne. 5 ans après son arrêt, la France a survécu. Elle s'est adaptée. Mais elle est devenue plus vulnérable aux extrêmes. Et maintenant, une dernière question se pose. Que se passe-t-il 10 ans après, lorsque la nouvelle génération grandit dans un climat qu'elle considère comme normal, lorsque la mémoire du climat tempéré français commence à s'effacer? Sommes-nous face à une simple phase transitoire ou à une transformation durable de l'identité climatique de la France? Dans la prochaine partie, nous allons projeter ce scénario à l'échelle d'une décennie complète. Et là, les conséquences pourraient dépasser la météorologie. Elles pourraient toucher la géopolitique. 10 ans après l'arrêt du Gulf Stream, la France ne parle plus d'anomalie climatique. Elle parle d'avant et d'après. Les enfants nés l'année de l'effondrement ont maintenant 10 ans. Pour eux, un hiver à 10 degrés C à Paris n'a rien d'exceptionnel. Les cartes scolaires ont été mises à jour. Les manuels de géographie décrivent un climat continental tempéré froid pour le nord de la France. Ce qui était impensable une décennie plus tôt est devenu normal. Mais derrière cette normalité apparente, les transformations sont profondes. La moyenne hivernale s'est stabilisée environ 6 degrés en dessous des normales du début du XXIe siècle.
Les étés restent globalement chauds à cause du réchauffement planétaire, créant un contraste saisonnier plus marqué. Les amplitudes thermiques annuelles explosent. Et cette amplitude a des conséquences. Les sols gèlent plus profondément en hiver, puis subissent des sécheresses plus intenses en été. Les infrastructures routières doivent être repensées. Les réseaux d'eau sont redimensionnés. L'urbanisme évolue vers une isolation renforcée. Mais le changement le plus stratégique concerne l'Europe entière, car le refroidissement régional européen a modifié les équilibres géopolitiques. L'agriculture du nord de l'Europe est fragilisée. Les rendements céréaliers baissent durablement. Les pays méditerranéens deviennent paradoxalement plus centraux dans la production agricole européenne. La France, historiquement puissance agricole majeure, doit importer davantage certains produits. Et pendant ce temps, ailleurs dans le monde, le réchauffement global s'intensifie. L'Afrique subsaharienne subit des vagues de chaleur extrêmes. L'Asie du Sud connaît des événements climatiques amplifiés. Le contraste est saisissant. L'Europe se refroidit régionalement. Le reste du monde chauffe. Ce déséquilibre crée des tensions migratoires, économiques et politiques. Mais revenons à la science. 10 ans après, les données océanographiques montrent que la circulation atlantique fonctionne toujours à un régime fortement affaibli. Elle n'est pas totalement arrêtée, car un arrêt complet serait extrêmement rare, mais elle transporte beaucoup moins de chaleur vers le nord. Les chercheurs parlent désormais d'un état faible persistant. Et voici le point le plus troublant. Même si les émissions mondiales chutent drastiquement, le redémarrage complet pourrait prendre des décennies, parce que le climat possède une inertie. L'océan est un réservoir thermique gigantesque. Une fois modifié, il met du temps à revenir. 10 ans après, la France a appris à vivre avec le froid. Mais elle a aussi appris une leçon fondamentale. La stabilité climatique était un luxe, un équilibre fragile maintenu par des mécanismes invisibles. Le Gulf Stream n'était pas seulement un courant océanique, c'était un pilier civilisationnel silencieux. Alors posez-vous une dernière question. Si un seul système océanique peut transformer le climat d'un continent en quelques années, combien d'autres équilibres invisibles sont en train de se fragiliser aujourd'hui? Le climat n'est pas un interrupteur que l'on peut allumer ou éteindre. C'est un système complexe, non linéaire, rempli de seuils critiques. Et l'histoire climatique de la Terre montre une chose. Les basculements peuvent être rapides. Plus rapides que nos sociétés, plus rapides que nos politiques, plus rapides que notre capacité d'adaptation. Alors ce scénario est-il probable demain? Non. Les scientifiques estiment qu'un effondrement brutal immédiat reste peu probable à court terme. Mais est-il physiquement possible? Oui. Et c'est précisément cette possibilité qui justifie que nous en parlions. Car comprendre ces mécanismes, ce n'est pas céder à la peur, c'est comprendre la fragilité des équilibres sur lesquels repose notre confort moderne. Le Gulf Stream continue aujourd'hui de circuler, mais il montre des signes d'affaiblissement. La question n'est pas seulement quand, la question est que faisons-nous pour éviter de franchir les seuils? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'Europe pourrait vraiment affronter un tel changement? Ou sommes-nous trop confiants dans la stabilité du climat? Votre avis m'intéresse. Et si vous voulez explorer d'autres scénarios scientifiques réalistes sur l'avenir du climat, abonnez-vous maintenant. Car comprendre, c'est déjà se préparer. Et parfois, se préparer, c'est survivre. 10 ans après l'arrêt du Gulf Stream, le froid n'est plus la seule préoccupation. Ce qui inquiète désormais la France, c'est l'économie. Car un changement climatique régional ne reste jamais uniquement météorologique. Il infiltre les systèmes financiers, agricoles, industriels, lentement au début, puis brutalement. Les premières années, l'État a absorbé le choc. Subventions agricoles, soutien énergétique, plan d'adaptation. Mais au bout d'une décennie, l'addition devient structurelle. Les rendements agricoles du nord de la France ont chuté de 25% en moyenne. Certaines cultures ont disparu. Le maïs recule fortement. Les céréales d'hiver nécessitent des variétés hybrides plus résistantes au gel. Mais ces variétés coûtent cher. Et l'agriculture française, pilier historique de la souveraineté alimentaire européenne, commence à perdre en compétitivité face aux pays méditerranéens. Le paradoxe est saisissant. Pendant que l'Europe du Nord refroidit, l'Espagne et le sud de l'Italie deviennent stratégiquement agricoles malgré les sécheresses estivales. Le centre de gravité alimentaire européen se déplace vers le sud. Et cela change l'équilibre politique. Mais ce n'est que la surface. Car l'énergie devient le cœur du problème. Un hiver structurellement plus froid signifie une demande électrique explosive pendant plusieurs mois. Même avec le parc nucléaire français, la pression sur le réseau devient chronique.
Les pics hivernaux atteignent des records historiques chaque année. La France, autrefois exportatrice nette d'électricité, devient importatrice saisonnière. Les prix augmentent. Les ménages modestes souffrent. La précarité énergétique devient un enjeu politique central. Et voici la question stratégique. Un refroidissement régional peut-il paradoxalement accélérer la transition énergétique? La réponse est complexe. D'un côté, le froid pousse à renforcer l'isolation des bâtiments, à moderniser les réseaux. Les pompes à chaleur se généralisent. Les infrastructures géothermiques gagnent en importance. Mais de l'autre, la dépendance à l'énergie augmente. Et l'instabilité climatique rend la production renouvelable plus imprévisible. Les tempêtes hivernales violentes perturbent l'éolien offshore. Les épisodes de gel prolongés affectent les panneaux solaires. Rien n'est simple. Et pendant que la France s'adapte, une autre dynamique émerge à l'échelle européenne. L'Allemagne, également touchée par le refroidissement, accélère ses investissements énergétiques massifs. Les pays scandinaves, mieux préparés au froid, deviennent des fournisseurs stratégiques. Une nouvelle carte énergétique européenne se dessine. Mais le véritable choc économique ne vient pas uniquement de l'agriculture ou de l'énergie. Il vient de l'assurance. Les événements climatiques extrêmes, tempêtes explosives, gels destructeurs, infrastructures endommagées, font exploser les coûts d'indemnisation. Les compagnies d'assurance réévaluent leur modèle de risque. Les primes augmentent. Certaines zones deviennent partiellement inassurables. Et lorsqu'un territoire devient difficile à assurer, il devient difficile à investir. C'est là que le basculement économique commence. Car la confiance est le moteur invisible de l'économie. Si les investisseurs considèrent que le climat français est devenu structurellement instable, les flux financiers peuvent se déplacer. 10 ans après, la France tient encore, mais elle est sous pression constante. Et la question devient plus large. Un choc climatique régional peut-il redéfinir la hiérarchie économique européenne? Ou pire, peut-il déclencher une cascade mondiale? Car n'oublions pas, si le Gulf Stream est affaibli, cela signifie que l'océan absorbe moins de CO2, et cela accélère le réchauffement ailleurs. Un monde plus chaud, une Europe plus froide, un système global plus instable. Et dans un système instable, les crises se propagent. Dans la suite, nous allons explorer l'impact psychologique et sociétal de cette transformation. Car le climat ne change pas seulement les températures, il change les mentalités. Mais le changement climatique ne transforme pas seulement les paysages, il transforme les esprits. 10 ans après l'effondrement du Gulf Stream, la France vit dans un climat plus froid, mais aussi dans un climat social plus tendu. Au début, le froid était perçu comme une anomalie, puis comme une crise, puis comme une nouvelle normalité. Mais l'adaptation psychologique n'est jamais instantanée. Les sociologues observent un phénomène fascinant. La mémoire climatique collective se fragmente. Les générations plus âgées parlent encore des hivers doux d'avant. Les plus jeunes considèrent les vagues de froid extrêmes comme normales. Cette fracture générationnelle alimente des débats constants sur la réalité du réchauffement global. Car pendant que la neige recouvre Paris plus fréquemment, les informations internationales parlent toujours de records de chaleur mondiaux. C'est un choc cognitif. Comment expliquer à une population confrontée à des hivers rigoureux que la planète se réchauffe? C'est ici que la complexité scientifique devient politiquement explosive. Le système climatique n'est pas intuitif. Il ne fonctionne pas comme un thermostat uniforme. Il redistribue l'énergie. Il modifie les gradients. Il amplifie certains extrêmes tout en inversant localement certaines tendances. Mais cette subtilité est difficile à transmettre dans un débat public polarisé. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille narratif. Certains groupes affirment que le refroidissement européen invalide le réchauffement global. D'autres dénoncent précisément l'effondrement du Gulf Stream, comme une conséquence directe du dérèglement climatique. La science se retrouve au centre d'un conflit idéologique. Et pendant que les débats s'intensifient, la vie quotidienne continue de s'adapter. Les habitudes changent. Les villes françaises investissent massivement dans l'isolation thermique. Les nouvelles constructions intègrent des normes adaptées aux hivers prolongés. Les écoles adaptent leur calendrier face aux perturbations météorologiques hivernales. Mais l'impact le plus profond reste invisible. C'est le stress chronique. Les études en psychologie environnementale montrent qu'une instabilité climatique durable augmente l'anxiété collective. L'incertitude saisonnière perturbe les projections futures. Les agriculteurs vivent dans une tension permanente face au risque de gel tardif. Les assureurs parlent de fatigue climatique. Et cette fatigue influence la stabilité politique, car un climat plus instable signifie des budgets publics plus imprévisibles. Les dépenses énergétiques augmentent. Les infrastructures doivent être renforcées,
Les fonds d'urgence deviennent permanents. La pression fiscale devient un sujet sensible. Les régions les plus touchées réclament davantage de soutien. Les inégalités territoriales s'accentuent. Le nord et l'ouest de la France subissent plus fortement les hivers extrêmes. Le sud, bien que touché par des sécheresses estivales accrues, bénéficie parfois d'un repositionnement agricole stratégique. Cette asymétrie crée des tensions régionales. Mais au-delà de la France, l'Europe entière ressent la transformation. L'Union européenne doit repenser ses politiques agricoles communes. Les quotas énergétiques évoluent. Les mécanismes de solidarité climatique deviennent permanents. Et pendant ce temps, les scientifiques observent autre chose. Une modification du comportement de l'Atlantique Nord peut influencer les moussons africaines et asiatiques. Les circulations océaniques sont interconnectées. Un affaiblissement régional peut déclencher des ajustements ailleurs. Le climat fonctionne comme un réseau, tiré sur un fil, et d'autres vibrent. 10 ans après, les chercheurs surveillent avec inquiétude les signaux venant de l'océan austral et du Pacifique Nord. Car si plusieurs systèmes océaniques s'affaiblissent simultanément, la planète pourrait entrer dans une phase de réorganisation climatique globale. Ce n'est plus seulement une question européenne, c'est une question planétaire. Mais revenons à la France. L'adaptation technologique progresse. Les ingénieurs développent des systèmes énergétiques hybrides plus résilients. Les agronomes expérimentent des variétés végétales adaptées aux amplitudes thermiques extrêmes. Les urbanistes conçoivent des quartiers capables de résister à des hivers prolongés. L'humanité s'adapte, mais toujours après le choc, jamais avant. Et c'est là que réside la leçon fondamentale. Le climat ne détruit pas instantanément les sociétés modernes. Il les met sous pression constante. Il teste leur résilience. Il expose leur fragilité invisible. Et dans ce scénario, la France n'a pas sombré. Elle a changé. Mais la question demeure. Combien de chocs successifs une société peut-elle absorber avant de céder? Car si l'arrêt du Gulf Stream est un choc majeur, que se passerait-il si d'autres points de bascule climatique étaient franchis simultanément? La fonte accélérée de l'Antarctique, le dégel massif du permafrost, l'effondrement d'écosystèmes forestiers. Le système climatique n'est pas composé d'un seul domino, il en contient plusieurs. Et 10 ans après, la France comprend enfin que le climat n'est pas un décor stable. C'est une force dynamique, et parfois, une force brutale. Dans la prochaine partie, nous allons franchir un cap encore plus stratégique. Car si l'Europe se refroidit pendant que le monde se réchauffe, quelles seront les conséquences géopolitiques globales? Préparez-vous, car le climat pourrait redessiner les rapports de puissance du XXIe siècle. 10 ans après l'affaiblissement durable du Gulf Stream, le choc n'est plus seulement européen, il est mondial. Car lorsqu'un pilier climatique régional vacille, l'équilibre global commence à se redessiner. La première onde géopolitique touche l'agriculture mondiale. Si l'Europe du Nord refroidit, elle devient moins productive sur certaines cultures stratégiques. Les céréales, les oléagineux, certaines productions animales subissent des rendements plus instables. La France, historiquement exportatrice de blé, réduit ses surplus. Et dans un monde où la demande alimentaire continue d'augmenter, chaque pourcentage de production compte. Pendant ce temps, d'autres régions du globe subissent l'effet inverse. Des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses prolongées, des moussons perturbés. Pourquoi? Parce que la circulation océanique atlantique influence indirectement les régimes atmosphériques tropicaux. Elle modifie la position des zones de convergence intertropicale. Elle peut affecter les moussons africaines et asiatiques. En clair, ce qui se passe dans l'Atlantique Nord ne reste pas dans l'Atlantique Nord. Et si les moussons deviennent plus irrégulières, des centaines de millions de personnes voient leur récolte menacée. C'est là que le climat devient géopolitique. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une question agricole, c'est une question stratégique. Lorsque plusieurs régions productrices deviennent instables simultanément, les marchés s'emballent, les prix fluctuent, les importations explosent, les pays dépendants deviennent vulnérables. Et l'Europe, en refroidissement régional, n'est plus le pilier stable qu'elle était. Mais ce n'est qu'une facette. Regardons les routes maritimes. Un Atlantique Nord plus froid, avec une extension saisonnière accrue des glaces marines, modifie certaines trajectoires navales. Les tempêtes hivernales deviennent plus puissantes. Les assurances maritimes augmentent leurs tarifs. Les délais logistiques s'allongent. Le commerce international devient plus coûteux. Or, la mondialisation repose sur la fluidité. Lorsque la fluidité se réduit, les tensions augmentent. Mais le paradoxe continue. Pendant que l'Europe occidentale se refroidit, l'Arctique global reste en réchauffement accéléré. La fonte de la banquise estivale continue. Les routes polaires deviennent plus accessibles en été.
Ce contraste crée une nouvelle carte stratégique. La Russie et le Canada gagnent en importance sur les routes arctiques estivales. Les États-Unis surveillent l'Atlantique avec inquiétude. La Chine, elle, voit dans l'instabilité climatique européenne une opportunité d'influence économique accrue. Car dans un monde instable, les puissances capables d'anticiper et d'investir rapidement prennent l'avantage. Et l'Europe, elle est en adaptation permanente. Son énergie est mobilisée vers la gestion du froid, des infrastructures, de l'agriculture, moins vers l'expansion stratégique. 10 ans après, certains analystes parlent d'un ralentissement géopolitique européen, non pas par effondrement, mais par redirection des priorités. Mais le plus dangereux reste invisible. Un affaiblissement durable du Gulf Stream modifie les gradients thermiques globaux, et ces gradients sont le moteur de nombreux systèmes atmosphériques. Si plusieurs systèmes deviennent instables en même temps, Atlantique Nord, mousson, oscillation pacifique, le monde pourrait entrer dans une phase de variabilité climatique amplifiée, et la variabilité est plus déstabilisante qu'un simple changement moyen. Les extrêmes deviennent plus fréquents, les sécheresses plus longues, les vagues de froid plus intenses, les tempêtes plus explosives. Dans un tel monde, les gouvernements doivent gérer des crises successives, et les crises successives érodent la confiance. La France, dans ce scénario, n'est pas isolée. Elle fait partie d'un système global sous tension. Mais voici la question la plus stratégique. Si un seul système océanique régional peut modifier l'équilibre européen, que se passerait-il si l'Antarctique subissait une déstabilisation similaire, ou si le permafrost sibérien libérait massivement du méthane? Le climat fonctionne comme un réseau de dominos interconnectés, et 10 ans après l'arrêt du Gulf Stream, le monde réalise que ces dominos ne sont pas théoriques, ils sont physiques, ils existent, ils réagissent aux perturbations, mais tout n'est pas fataliste, car l'humanité possède un atout unique, la capacité d'anticipation scientifique. Les modèles climatiques, bien qu'imparfaits, permettent de simuler ces scénarios. Les systèmes d'alerte se perfectionnent, les coopérations internationales se renforcent, mais la coopération nécessite la stabilité politique. Et la stabilité politique nécessite la confiance. Et la confiance dépend de la capacité des sociétés à comprendre la complexité. Alors laissez-moi vous poser une question directe. Sommes-nous prêts, collectivement, à accepter que le climat du XXIe siècle sera probablement plus instable que celui du XXe? Sommes-nous prêts à investir massivement dans la résilience plutôt que dans le confort à court terme? Car 10 ans après l'arrêt du Gulf Stream, la France a appris une chose essentielle. La stabilité climatique n'était pas garantie. Elle était un équilibre dynamique fragile. Et ce fragile équilibre peut basculer. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les solutions réelles. Pas des promesses, pas des slogans, mais les leviers scientifiques concrets capables de réduire le risque de franchir d'autres points de bascule. Car comprendre le danger est une chose, agir en est une autre. Face à un Gulf Stream durablement affaibli, une question devient inévitable. Peut-on le réparer? Peut-on redémarrer un moteur océanique de plusieurs millions de kilomètres carrés? La réponse courte est simple, non, pas directement. La circulation méridienne de retournement atlantique n'est pas un mécanisme mécanique que l'on peut relancer avec un bouton. C'est un système thermodynamique colossal, piloté par des différences de densité, de température et de salinité. C'est la physique de l'eau à l'échelle planétaire. Mais cela ne signifie pas que nous sommes totalement impuissants. Les scientifiques identifient 3 grandes catégories d'actions. Premièrement, la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, car la cause structurelle de l'affaiblissement est liée au réchauffement global et à la fonte du Groenland. Moins de réchauffement signifie moins d'eau douce injectée dans l'Atlantique Nord. C'est la solution la plus simple conceptuellement, mais aussi la plus difficile politiquement. Réduire drastiquement les émissions mondiales nécessite une transformation énergétique profonde. Cela implique l'abandon accéléré des énergies fossiles, une électrification massive, un stockage énergétique performant et une coopération internationale durable. Or, 10 ans après le refroidissement régional européen, le monde est plus instable. Et l'instabilité complique la coordination. Deuxièmement, l'adaptation. Si le Gulf Stream ne redémarre pas rapidement, l'Europe doit devenir résiliente à un climat plus froid. Cela signifie repenser l'urbanisme, renforcer les réseaux énergétiques, diversifier les cultures, investir dans des infrastructures résistantes aux extrêmes. Cette approche ne cherche pas à restaurer le passé, elle cherche à stabiliser l'avenir. Mais une troisième voie suscite des débats intenses, la géo-ingénierie.
Peut-on intervenir directement dans le système climatique? Certaines idées semblent sorties d'un roman de science-fiction. Injecter des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour réduire le réchauffement global. Créer des barrières océaniques artificielles pour limiter l'injection d'eau douce. Modifier la salinité locale pour relancer la convection. Mais chaque intervention comporte des risques colossaux. Prenons l'exemple de l'injection stratosphérique d'aérosols. L'idée est d'imiter l'effet refroidissant des grandes éruptions volcaniques. En diffusant des particules réfléchissantes, on renverrait une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Cela pourrait ralentir la fonte du Groenland. Mais cela modifierait aussi les régimes de précipitations globaux. Les moussons pourraient être perturbés. Les sécheresses pourraient s'intensifier ailleurs. On ne corrige pas un système complexe sans effet secondaire. Et surtout, une fois lancée, une intervention géo-ingéniérique devient difficile à arrêter. Si l'on cesse brutalement, le réchauffement accumulé pourrait se manifester d'un coup. C'est ce que l'on appelle le choc de terminaison. Autre idée évoquée, pomper artificiellement de l'eau salée vers l'Atlantique Nord pour restaurer la densité de surface. Techniquement possible? Peut-être. Énergétiquement réaliste? Probablement pas. Les volumes en jeu sont gigantesques. Nous parlons de milliers de kilomètres cubes d'eau. À l'échelle humaine, cela dépasse tout projet d'ingénierie jamais conçu. Et puis il y a une question éthique. Qui décide d'intervenir? Qui assume les conséquences imprévues? Un pays pourrait-il agir unilatéralement? Ou faut-il un consensus mondial? 10 ans après l'affaiblissement du Gulf Stream, la communauté scientifique est prudente. La majorité des experts considèrent que la meilleure stratégie reste la réduction rapide des émissions, combinée à une adaptation intelligente. Pas la manipulation directe des océans, car le climat n'est pas une machine isolée. C'est un système couplé, atmosphère, océan, cryosphère, biosphère. Toucher un élément peut en perturber d'autres. Mais cela ne signifie pas que la recherche s'arrête. Au contraire, les programmes d'observation océanique se multiplient. Les capteurs sous-marins mesurent en continu la salinité et la température. Les satellites suivent les flux thermiques. Les modèles numériques deviennent plus précis. La science progresse, mais elle ne supprime pas l'incertitude. Et c'est peut-être cela la leçon la plus importante. Nous vivons dans un monde où la stabilité climatique dépend d'équilibres invisibles que nous commençons seulement à comprendre pleinement. Le Gulf Stream nous rappelle que ces équilibres ne sont pas éternels. Ils sont dynamiques, fragiles et sensibles à nos actions. 10 ans après, la France n'a pas disparu. Elle s'est adaptée, mais elle a perdu une illusion. L'illusion d'un climat stable et prévisible. Et maintenant, une dernière question stratégique se pose. Si nous ne pouvons pas contrôler le système, pouvons-nous au moins éviter de l'aggraver? Car la meilleure manière d'éviter d'autres points de bascule n'est peut-être pas d'intervenir massivement, mais de réduire les pressions que nous exerçons. Dans la prochaine partie, nous allons conclure ce bloc en explorant ce que ce scénario révèle sur notre relation au climat. Et pourquoi comprendre ces risques n'est pas alarmiste, mais essentiel. 10 ans après l'affaiblissement du Gulf Stream, la France a changé. Pas seulement son climat, sa manière de penser. Au début, le froid était perçu comme une anomalie spectaculaire, puis comme une crise économique, puis comme une contrainte énergétique, puis comme une réalité géopolitique. Mais au fil des années, quelque chose de plus profond s'est installé. La prise de conscience que la stabilité était fragile. Pendant des siècles, l'Europe occidentale a bénéficié d'un climat exceptionnellement tempéré pour sa latitude. Un privilège thermique presque invisible. Un confort naturel que l'on croyait permanent. Le Gulf Stream était silencieux, invisible, mais fondamental. Et lorsqu'il s'est affaibli, il n'a pas détruit la France. Il a révélé sa dépendance. Dépendance à l'énergie, dépendance à l'agriculture stable, dépendance aux infrastructures conçues pour un climat passé, mais surtout, dépendance à l'idée que demain ressemblera à hier. Or, le climat nous enseigne l'inverse. Il évolue, il bascule, il réagit. 10 ans après, les scientifiques observent toujours l'Atlantique avec attention. La circulation est stabilisée à un niveau faible. Elle n'est pas morte, elle est transformée. Et cette transformation rappelle une vérité essentielle. Les systèmes complexes ne s'effondrent pas toujours brutalement. Ils changent d'état, comme l'eau qui passe de liquide à solide, comme un écosystème qui se reconfigure, comme une société qui s'adapte sous pression. Mais la question centrale dépasse le Gulf Stream, car si ce pilier climatique a pu vaciller, qu'en est-il des autres? La forêt amazonienne, qui dépend d'un équilibre hydrologique fragile, la calotte antarctique,
qui retient des mètres d'élévation potentielle du niveau marin. Le permafrost arctique, réservoir massif de méthane. Le système climatique est composé de seuils, et chaque seuil franchi modifie les suivants. Ce scénario hypothétique ne cherche pas à prédire l'inévitable, il cherche à illustrer le possible, car la science moderne nous permet désormais d'identifier les zones de fragilité. Mais identifier ne signifie pas empêcher automatiquement. Cela signifie choisir d'investir dans la résilience, choisir d'accélérer la transition énergétique, choisir de coopérer à l'échelle internationale, ou choisir l'inaction. Le Gulf Stream affaibli n'est pas une punition, c'est une conséquence physique, un résultat de déséquilibres accumulés. Et les lois physiques ne négocient pas, elles répondent aux conditions. 10 ans après, la France a appris à vivre avec un climat plus froid, mais elle a aussi appris que le climat du XXIe siècle sera probablement plus instable que celui du XXe, pas uniformément plus chaud, pas uniformément plus froid, mais plus variable, plus extrême, plus imprévisible. Et cette imprévisibilité change tout. Elle change la planification urbaine, elle change les assurances, elle change l'agriculture, elle change les priorités politiques. Mais surtout, elle change notre rapport au futur, car la question n'est plus « le climat va-t-il changer ?» La question est « à quelle vitesse et jusqu'où ?» Et surtout, sommes-nous prêts à absorber ces changements sans fracture majeure? Ce scénario du Gulf Stream nous montre quelque chose de fondamental. Notre civilisation moderne repose sur des équilibres invisibles, des flux d'énergie, des courants océaniques, des cycles saisonniers, des gradients thermiques. Nous vivons à la surface d'un système dynamique d'une complexité vertigineuse. Et pourtant, nous l'avons longtemps considéré comme stable. Peut-être est-ce là la plus grande illusion du XXe siècle, la stabilité. Alors laissez-moi vous poser une dernière question. Si demain un autre seuil critique était franchi, serions-nous surpris? Ou aurions-nous enfin compris que le climat n'est pas un décor immobile, mais un acteur central de notre avenir? Si cette réflexion vous a marqué, écrivez en commentaire. Pensez-vous que l'Europe est réellement préparée à un basculement climatique majeur? Et surtout, que feriez-vous si vous saviez qu'un tel changement est possible? Abonnez-vous pour explorer d'autres scénarios scientifiques réalistes. Parce que comprendre les risques n'est pas céder à la peur, c'est refuser l'ignorance. Et dans un monde instable, la connaissance est peut-être notre meilleure protection. 25 ans après l'affaiblissement majeur du Gulf Stream, le monde n'est plus simplement instable. Il est réorganisé. La France existe toujours, l'Europe aussi, mais la carte climatique du continent n'a plus rien à voir avec celle du début du XXIe siècle. Le nord de la France connaît désormais des hivers comparables à ceux que vivait le sud de la Scandinavie 50 ans plus tôt. Les étés restent chauds, parfois même caniculaires, car le réchauffement global ne s'est jamais arrêté. C'est cela le paradoxe ultime. Un hiver continental sévère, un été marqué par des vagues de chaleur extrême. L'amplitude thermique annuelle a augmenté de manière spectaculaire. Ce contraste exerce une pression constante sur les infrastructures. Les matériaux se dilatent et se contractent violemment. Les sols gèlent profondément puis se fissurent sous les sécheresses estivales. L'agriculture française est méconnaissable. Les variétés traditionnelles ont presque disparu dans le nord. La production s'est déplacée vers des cultures hybrides résistantes aux amplitudes extrêmes. Le sud de la France s'est spécialisé dans des productions méditerranéennes élargies. Mais pendant que l'Europe occidentale s'adapte à un climat plus froid en hiver, le reste du monde affronte un réchauffement accéléré, car l'Atlantique Nord affaibli absorbe moins de CO2, et lorsque l'océan absorbe moins, l'atmosphère accumule davantage. Les concentrations globales ont continué d'augmenter pendant 2 décennies supplémentaires, avant une stabilisation tardive. La température moyenne mondiale a gagné plus de 2,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais l'Europe occidentale est l'exception régionale, plus froide en hiver, plus extrême en été. Et cette exception a redessiné les flux migratoires mondiaux. Certaines régions devenues invivables sous la chaleur extrême cherchent refuge dans des zones plus tempérées. Mais l'Europe n'est plus aussi tempérée qu'avant. Elle est plus froide une partie de l'année, mais aussi plus instable. Ce double phénomène crée des tensions nouvelles. Et voici le point le plus scientifique. Les chercheurs observent que la circulation atlantique, bien qu'affaiblie, n'est pas totalement arrêtée. Elle oscille, parfois légèrement renforcée, puis, à nouveau affaiblie. Le système tente de trouver un nouvel équilibre, mais ce nouvel équilibre dépend de facteurs multiples. Fonte polaire, précipitations, salinité, réchauffement global, et surtout, des rétroactions. Car lorsque l'Europe se refroidit, la couverture neigeuse augmente.
Cette neige réfléchit davantage le rayonnement solaire. Cela renforce localement le refroidissement hivernal. Mais simultanément, la diminution de glace arctique en été absorbe plus de chaleur. Le climat devient un patchwork d'effets contradictoires. Un monde non linéaire, un monde imprévisible. 25 ans après, la France n'est plus surprise par le froid. Elle l'a intégré, mais elle comprend que le climat du XXIe siècle est entré dans une phase de variabilité amplifiée. Les modèles montrent que plusieurs systèmes océaniques sont proches de seuils critiques. L'Antarctique occidental montre des signes de déstabilisation partielle. Le permafrost arctique a libéré des quantités mesurables de méthane. La forêt amazonienne oscille entre résilience et stress chronique. Et cela signifie que le Gulf Stream n'est peut-être qu'un domino parmi d'autres. Mais voici la question essentielle. Sommes-nous dans une phase transitoire vers un nouvel équilibre ou dans une cascade irréversible? Car si plusieurs points de bascule sont franchis successivement, le système climatique pourrait entrer dans un état durablement plus chaud globalement, avec des poches régionales froides, un monde fragmenté, un monde asymétrique. Et dans ce monde, l'adaptation devient la compétence centrale des nations. La France, forte de son histoire d'ingénierie et d'innovation, investit massivement dans la résilience climatique. Mais la question ultime demeure, le Gulf Stream peut-il un jour retrouver sa puissance du XXe siècle? Ou avons-nous déjà changé le système pour des générations? Dans la prochaine partie, nous allons explorer la possibilité la plus troublante, un scénario où le système tente de redémarrer, mais déclenche une instabilité encore plus grande. 30 ans après l'affaiblissement majeur du Gulf Stream, un phénomène inattendu apparaît. La circulation ne reste pas simplement faible, elle devient instable. Les capteurs océaniques enregistrent des fluctuations importantes d'une année sur l'autre. Certaines saisons montrent un léger renforcement du flux vers le nord, puis, brutalement, une nouvelle chute. Le système oscille, et cette oscillation est plus dangereuse qu'un simple état stable affaibli. Pourquoi? Parce qu'un système proche d'un seuil critique peut devenir chaotique. En physique des systèmes complexes, lorsqu'un système s'approche d'un point de bascule, il montre souvent des signes d'instabilité croissante. Ralentissement de récupération après perturbation, augmentation de la variance, fluctuation amplifiée. Et c'est exactement ce que les scientifiques observent. Certaines années, l'hiver européen est légèrement moins froid. Les médias parlent d'un possible redémarrage du Gulf Stream. Puis l'année suivante, une vague de froid exceptionnelle frappe l'Europe occidentale, avec des températures descendant bien en dessous des normales déjà modifiées. Ce comportement erratique rend la planification presque impossible. Les agriculteurs ne savent plus s'ils doivent se préparer à un hiver modéré ou à un hiver extrême. Les opérateurs énergétiques ne peuvent plus prévoir précisément les pics de consommation. La volatilité devient la norme. Mais le phénomène le plus troublant se produit à l'échelle globale. Lors d'une de ces phases de renforcement temporaire, une masse importante d'eau chaude atteint soudainement l'Atlantique Nord. Cette chaleur libérée dans l'atmosphère provoque une réorganisation brutale du jet stream. Le courant jet se déplace vers le sud de manière inhabituelle. Résultat, une succession de tempêtes hivernales explosives traverse l'Europe. Des précipitations extrêmes frappent la façade atlantique. Puis, quelques mois plus tard, le flux ralentit à nouveau. Le système donne l'impression de tousser, comme un moteur qui tente de redémarrer sans réussir à retrouver son régime stable. Ce phénomène est appelé par certains climatologues « overshoot oscillatoire ». Lorsqu'un système cherche un nouvel équilibre, il peut dépasser temporairement certaines valeurs avant de se stabiliser ou de replonger. Mais le danger réside ailleurs. Si plusieurs systèmes océaniques commencent à osciller simultanément, l'interaction peut amplifier l'instabilité globale. L'Atlantique Nord influence la circulation atmosphérique du Pacifique. Le Pacifique influence l'ENSO, El Niño et la Niña. Ces phénomènes modifient les régimes de pluie en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En d'autres termes, une oscillation en Atlantique peut déclencher des répercussions à l'autre bout du globe. Et dans ce scénario, les chercheurs observent une corrélation inquiétante. Les années où la circulation atlantique montre un sursaut temporaire, coïncidant parfois avec des épisodes El Niño plus intenses. Cela amplifie les sécheresses en Afrique australe, les incendies en Australie, les inondations en Amérique latine. Le climat mondial devient synchronisé dans l'instabilité. Un monde de pics, un monde d'extrêmes. 30 ans après le début de l'affaiblissement, la France est devenue experte en adaptation. Les infrastructures sont robustes, les réseaux énergétiques sont diversifiés,
L'agriculture est technologiquement avancée, mais même une société préparée souffre de l'imprévisibilité chronique, car l'économie moderne déteste l'incertitude. Les marchés financiers réagissent violemment aux prévisions saisonnières extrêmes. Les assurances recalculent en permanence leurs modèles. Les États doivent maintenir des réserves stratégiques. Et pendant ce temps, le niveau global des mers continue d'augmenter, car le refroidissement régional européen ne compense pas la dilatation thermique globale des océans ni la fonte partielle de l'Antarctique. Paris peut connaître des hivers plus froids, mais les zones côtières mondiales continuent de lutter contre la montée des eaux. Ce contraste est déroutant. Un monde globalement plus chaud, une Europe hivernalement plus froide. Des côtes menacées, des tempêtes amplifiées. Le système semble contradictoire, mais il ne l'est pas. Il est simplement non linéaire. Et dans un système non linéaire, les réponses ne sont jamais proportionnelles aux causes. Une légère variation de salinité peut déclencher un changement massif de circulation. Une oscillation atmosphérique peut amplifier une vague de chaleur de plusieurs degrés. Mesdames et messieurs, une alerte rouge. Le Gulf Stream s'est effondré, provoquant une catastrophe climatique imminente. Le climat du XXIe siècle ne reviendra probablement pas au régime stable du XXe. Même si la circulation atlantique se stabilise partiellement, l'état global du système a changé. Les concentrations atmosphériques sont plus élevées, les calottes polaires sont plus fragiles, les océans sont plus chauds, et surtout, les marges de sécurité sont plus étroites. La France, dans ce scénario, n'est plus naïve. Elle ne croit plus à un retour à la normale. Elle investit dans la flexibilité, des réseaux énergétiques intelligents, des cultures adaptatives, des villes modulaires. Mais une question subsiste. Si le Gulf Stream oscillant tente un jour de se rétablir pleinement, pourrait-il provoquer un choc thermique brutal? Car un redémarrage massif pourrait relibérer d'énormes quantités de chaleur vers l'Europe. Passer d'hivers rigoureux à des hivers soudainement doux en quelques années. Ce serait un autre type de déstabilisation, car le système ne prévient pas, il bascule. Et lorsque les systèmes basculent, ils surprennent. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la dernière possibilité, un scénario où l'humanité parvient à stabiliser le système avant qu'un point de non-retour global ne soit franchi. Mais pour cela, il faudra un changement radical de trajectoire. 40 ans après l'affaiblissement du Gulf Stream, le monde a cessé d'attendre un retour spontané à la normale. Il a commencé à agir autrement. Les décennies précédentes ont été marquées par l'instabilité, les oscillations, les extrêmes. Mais elles ont aussi produit quelque chose d'inattendu, une prise de conscience globale sans précédent. Car lorsque plusieurs systèmes climatiques montrent des signes de fragilité simultanément, l'illusion du contrôle disparaît. Et avec elle, l'inaction. Les années 2040 ont vu une accélération massive de la transition énergétique mondiale, non plus comme un choix idéologique, mais comme une nécessité stratégique. L'Europe, confrontée à un climat plus froid en hiver et plus extrême en été, a investi massivement dans des réseaux intelligents interconnectés. L'électricité circule désormais à l'échelle continentale avec une flexibilité dynamique. Les énergies renouvelables sont couplées à des systèmes de stockage avancés. Les réseaux thermiques urbains récupèrent la chaleur industrielle. Les bâtiments produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Mais le changement le plus important ne fut pas technologique, il fut structurel. Les émissions mondiales ont enfin commencé à décroître de manière soutenue. Pas parce que le climat menaçait dans l'abstrait, mais parce que l'instabilité coûtait trop cher. Les marchés ont intégré le risque climatique de manière systémique. Les assurances ont modifié leurs modèles. Les banques centrales ont incorporé la stabilité climatique dans leur politique. Le climat est devenu un paramètre financier. Et lorsqu'un paramètre entre dans le calcul économique global, les comportements changent. 40 ans après le début de l'affaiblissement, les concentrations de CO2 ont cessé d'augmenter rapidement. La courbe s'est infléchie. Ce n'est pas un miracle, c'est une accumulation de décisions. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il dans l'Atlantique? Les capteurs montrent une légère stabilisation de la salinité en Atlantique Nord. La fonte du Groenland, bien que toujours présente, a ralenti grâce à un ralentissement partiel du réchauffement global. La circulation atlantique ne retrouve pas son intensité du XXe siècle, mais elle cesse de décliner. Elle entre dans un plateau faible mais stable. Ce n'est pas un retour, c'est une stabilisation. Et parfois, stabiliser un système instable est déjà une victoire. Les hivers européens restent plus froids qu'au début du siècle, mais ils cessent d'être chaotiques. L'oscillation diminue, les fluctuations extrêmes deviennent moins fréquentes. Pourquoi? Parce que dans un système climatique, les forçages externes comptent. Si le réchauffement global ralentit,
La pression sur les gradients thermiques diminue. La variabilité s'apaise légèrement. Mais tout n'est pas résolu. Le niveau des mers continue de monter pendant des décennies à cause de l'inertie thermique océanique. Les calottes polaires restent fragiles. Certaines régions du monde subissent encore des vagues de chaleur extrêmes. Mais la trajectoire globale change. Et c'est cela qui compte. Car dans un système complexe, la direction est plus importante que l'instantané. La France, 40 ans après, a intégré cette nouvelle réalité climatique. Elle ne cherche plus à retrouver le passé. Elle construit pour l'incertitude. Les villes sont modulaires, les infrastructures sont redondantes, les réseaux énergétiques sont adaptatifs. L'agriculture utilise des variétés génétiquement optimisées pour supporter les amplitudes thermiques extrêmes. Mais surtout, la culture a changé. Les générations nées après l'affaiblissement du Gulf Stream n'ont jamais connu la stabilité climatique du XXe siècle. Elles ont grandi dans un monde où l'adaptation est normale. Et cette normalité modifie les priorités. Le climat n'est plus un sujet marginal, il est central. Les investissements publics intègrent systématiquement la résilience. Les politiques énergétiques sont évaluées sur des horizons de 50 ans. Les scénarios climatiques sont enseignés dès le lycée. Ce changement mental est peut-être la transformation la plus profonde, car la stabilité ne revient pas par hasard. Elle se construit, mais restons lucides. Même dans ce scénario de stabilisation partielle, le Gulf Stream ne redevient pas exactement ce qu'il était. Le système a changé d'état. La planète est plus chaude globalement. L'Europe occidentale est plus froide en hiver qu'au début du siècle. L'équilibre est différent, mais il est moins instable. Et c'est peut-être cela la définition moderne de la réussite climatique. Non pas revenir au passé, mais éviter l'emballement. Car l'emballement aurait signifié une cascade de tipping points franchis en série, une amplification incontrôlée, une réorganisation brutale. 40 ans après, ce scénario extrême a été évité, de justesse. Mais il nous laisse une leçon essentielle. Les systèmes complexes ne réagissent pas aux intentions, ils réagissent aux conditions physiques. Changer les conditions modifie les trajectoires. Et même un système aussi colossal que la circulation atlantique peut être stabilisé indirectement en réduisant les pressions globales. Alors laissez-moi vous poser une question finale pour cette partie. Si nous savons que l'instabilité coûte plus cher que la prévention, pourquoi avons-nous attendu que le système vacille pour agir? Dans la prochaine partie, nous allons conclure ce scénario sur 50 ans et poser la question ultime. Le 21e siècle sera-t-il celui de l'effondrement ou celui de la maturité climatique? 50 ans après l'affaiblissement majeur du Gulf Stream, le monde ne parle plus de crise, il parle d'époque. Les historiens nomment cette période la grande transition climatique, non pas parce qu'elle fut la plus chaude, mais parce qu'elle fut la plus révélatrice. La France, 50 ans plus tard, n'est ni gelée ni détruite. Elle est différente. Les hivers restent plus froids qu'au début du XXIe siècle. En moyenne, 4 à 5 degrés en dessous des normales historiques d'avant l'affaiblissement. Les étés, eux, sont plus chauds qu'au XXe siècle, mais mieux gérés grâce à l'adaptation urbaine. Le contraste saisonnier est devenu une caractéristique permanente. La neige à Paris n'est plus un événement exceptionnel, mais elle n'est plus non plus catastrophique. Les infrastructures ont intégré cette réalité. Les bâtiments sont conçus pour supporter des amplitudes thermiques extrêmes. Les réseaux énergétiques sont redondants et distribués. La France n'a pas perdu son identité, elle l'a redéfinie. Mais regardons la planète. Globalement, la température moyenne s'est stabilisée autour de plus 2,7 degrés Kelvin par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce chiffre aurait semblé dramatique un demi-siècle plus tôt. Il l'est encore. Certaines régions du monde sont devenues difficilement habitables pendant certaines saisons. Les vagues de chaleur dépassent régulièrement les seuils physiologiques dans certaines zones tropicales. Mais l'emballement total a été évité. Le permafrost a libéré du méthane, mais moins que dans les scénarios les plus pessimistes. L'Antarctique occidentale a perdu une partie de sa masse, contribuant à une élévation significative du niveau des mers, mais pas à un effondrement complet. La forêt amazonienne a subi des stress majeurs, mais des programmes massifs de restauration ont limité la bascule vers un état de savane généralisé. Le système climatique n'est pas revenu à son état initial. Il a trouvé un nouvel équilibre chaud. Et dans cet équilibre chaud global, l'Europe occidentale reste une anomalie relative, plus froide en hiver qu'on ne l'aurait imaginé dans un monde à plus de 2,7 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que la circulation atlantique ne s'est jamais complètement rétablie. Elle fonctionne à environ 70% de son intensité du XXe siècle. Un régime affaibli mais stable. Ce chiffre est fondamental.
car il montre que certains changements systémiques peuvent être partiellement irréversibles à l'échelle humaine. La salinité de l'Atlantique Nord a changé, la distribution thermique globale a évolué. Même si les émissions ont été réduites, le système a intégré les perturbations passées. C'est cela, l'inertie climatique. Mais ce qui a le plus changé n'est pas la physique, c'est la culture. 50 ans après, les sociétés humaines ont intégré une vérité essentielle. Le climat n'est pas un arrière-plan immobile. Il est un acteur central de la civilisation. Les grandes décisions d'infrastructure sont prises sur des horizons de 100 ans. Les villes côtières sont protégées par des systèmes hybrides combinant ingénierie et restauration écologique. Les flux énergétiques sont décarbonés à plus de 80%. Les investissements dans la résilience climatique sont devenus un pilier économique. Mais cette maturité a un coût. Elle est née de décennies de perturbations, de crises énergétiques, de chocs agricoles, de tensions géopolitiques. Elle n'est pas née de la prévoyance. Elle est née de l'expérience. La France, dans ce scénario, est un symbole paradoxal. Un pays situé à une latitude qui aurait dû se réchauffer fortement, mais qui a connu un refroidissement hivernal régional durable. Un pays qui a dû expliquer à sa population que le réchauffement global et les hivers rigoureux pouvaient coexister. Ce paradoxe a forcé une éducation scientifique massive. La compréhension des systèmes complexes est devenue une compétence citoyenne, car lorsque la réalité contredit l'intuition, il faut apprendre à penser différemment. 50 ans après, le Gulf Stream n'est plus un simple courant océanique. Il est devenu un symbole, le symbole de la fragilité des équilibres invisibles, le symbole de la non-linéarité, le symbole des points de bascule, mais aussi le symbole de la capacité humaine à s'adapter lorsque la pression devient suffisante, car malgré l'instabilité, malgré les oscillations, malgré les risques de cascade, le système n'a pas basculé vers un emballement incontrôlé. Il a flirté avec les seuils, il les a approchés. Mais une combinaison de réduction d'émissions, d'adaptation technologique et de coopération internationale a permis d'éviter le pire. Pas par héroïsme, par nécessité. Alors posons la question finale. Si l'humanité a été capable de stabiliser partiellement un système aussi complexe que la circulation atlantique indirectement, pourquoi avons-nous attendu qu'il vacille pour agir? Peut-être parce que la perception humaine est linéaire, et le climat ne l'est pas. Il évolue lentement, puis bascule. Il accumule les pressions invisiblement, puis réagit brutalement. Et cette dynamique dépasse nos intuitions. 50 ans après, la France vit dans un climat différent. Mais elle vit. Le monde est plus chaud, mais il n'est pas hors de contrôle. Le Gulf Stream est affaibli, mais il circule. Et cette nuance est essentielle, car l'avenir climatique ne sera probablement ni un effondrement total, ni un retour idyllique à la stabilité passée. Il sera un équilibre imparfait, un monde plus chaud, des régions plus froides, des extrêmes plus fréquents, mais une humanité plus consciente et peut-être plus mature. Dans la dernière partie de ce scénario, nous allons conclure par une réflexion ultime, non pas sur le Gulf Stream, mais sur ce qu'il révèle de nous. 50 ans, un demi-siècle. C'est le temps qu'il a fallu pour comprendre que le Gulf Stream n'était pas seulement un courant océanique. C'était un rappel que notre civilisation repose sur des équilibres invisibles. Lorsque le courant s'est affaibli, la France n'a pas disparu. Le monde ne s'est pas effondré. Mais quelque chose de plus subtil s'est produit. Une illusion s'est brisée. L'illusion que le climat était un décor stable. Pendant des générations, les sociétés industrielles ont grandi dans une période exceptionnellement stable du point de vue climatique. L'Holocène tardif offrait une variabilité modérée, des saisons prévisibles, des cycles agricoles relativement constants. Cette stabilité a permis l'urbanisation massive, l'agriculture intensive, les chaînes logistiques mondiales, les réseaux énergétiques interconnectés. Mais cette stabilité n'était pas une garantie éternelle, elle était un équilibre dynamique. Et lorsque le Gulf Stream a vacillé, cet équilibre a révélé sa nature fragile. Ce qui rend ce scénario si puissant n'est pas le froid européen, ni même la montée des mers, c'est la non-linéarité. Car le climat ne change pas comme une courbe régulière et douce. Il accumule, puis il bascule, il résiste, puis il cède, il semble stable, puis il surprend. Et cette dynamique dépasse notre intuition humaine. Nous pensons en ligne droite. La nature fonctionne en seuil. 50 ans après, la circulation atlantique fonctionne toujours, mais différemment. Le monde est plus chaud, mais pas uniformément. L'Europe occidentale a intégré un hiver plus rigoureux.
Les tropiques ont appris à gérer des chaleurs plus intenses. Les sociétés ont investi dans la résilience. Mais la leçon essentielle ne concerne pas la température. Elle concerne la dépendance. Car le Gulf Stream n'était qu'un exemple parmi d'autres. Un exemple visible. Mais combien d'autres systèmes soutiennent silencieusement notre confort moderne? Les nappes phréatiques, les cycles polliniques, les forêts régulant l'humidité, les sols stockant le carbone, les courants marins redistribuant la chaleur. Nous vivons dans un réseau d'équilibres interdépendants. Et pendant longtemps, nous avons agi comme si ces équilibres étaient infinis. Le scénario du Gulf Stream nous montre quelque chose de fondamental. La planète ne réagit pas à nos intentions, elle réagit à nos impacts. Les lois physiques ne négocient pas. La densité de l'eau change selon la salinité. La glace fond selon la température. Le méthane se libère selon le dégel. Il n'y a ni colère ni punition. Il y a des réponses physiques à des conditions physiques. Et pourtant, la capacité humaine à modifier ces conditions est immense. En un siècle, nous avons modifié la composition atmosphérique plus rapidement que durant des millénaires précédents. En quelques décennies, nous avons influencé des courants océaniques vieux de milliers d'années. Cela révèle une puissance, mais aussi une responsabilité. 50 ans après, le monde n'est pas parfait. Il est plus chaud. Certaines pertes sont irréversibles à l'échelle humaine. Des glaciers ont disparu. Des espèces se sont éteintes. Des régions côtières ont été transformées. Mais l'emballement total n'a pas eu lieu. Et cela signifie une chose essentielle. Les points de bascule ne sont pas des fatalités automatiques. Ils sont des risques conditionnels. Réduire la pression peut stabiliser le système, même partiellement. Le Gulf Stream affaibli nous a appris que la prévention coûte moins cher que l'instabilité, que l'adaptation coûte moins cher que l'effondrement, que la coopération coûte moins cher que la fragmentation. Mais il nous a aussi appris que l'action arrive souvent après le choc, après l'alerte, après l'oscillation, après la peur. Et c'est peut-être là la question la plus profonde de ce scénario. Devons-nous toujours attendre que les systèmes vacillent pour agir? Ou sommes-nous capables d'anticiper sans catastrophe visible? Le climat du 21e siècle ne sera probablement pas celui du 20e. Il sera plus variable, plus dynamique, plus exigeant. Mais il peut rester habitable. Il peut rester stable à un niveau imparfait. Il peut rester gérable. La différence entre effondrement et adaptation ne tient pas à la physique seule. Elle tient à la vitesse de nos décisions, au rythme de nos transitions, à notre capacité à penser en système complexe. Le Gulf Stream n'est donc pas seulement une histoire de courant marin, c'est une histoire de maturité collective, une histoire de seuil, une histoire de lenteur apparente suivie de basculements rapides. Une histoire qui nous rappelle que la stabilité est un privilège et que ce privilège doit être entretenu. Alors laissez-moi vous poser la dernière question, pas sur le climat, pas sur l'océan, mais sur nous. Si nous savons désormais que les équilibres invisibles soutiennent notre civilisation, allons-nous les protéger avant qu'ils vacillent? Ou continuerons-nous à croire que demain ressemblera toujours à hier? Le Gulf Stream circule encore, la planète respire encore. L'histoire n'est pas terminée, mais elle est en cours d'écriture, et nous en sommes les auteurs. Si cette exploration vous a fait réfléchir, écrivez en commentaire. Pensez-vous que l'humanité a atteint une maturité climatique ou que nous sommes encore en train d'apprendre? Abonnez-vous pour explorer d'autres scénarios scientifiques réalistes. Parce que comprendre le possible, c'est déjà influencer le futur. Et dans un monde dynamique, la connaissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est une boussole.